Bonjour, chers participants, chers confrères. J'ai l'honneur de présenter euh, Dr. Chanès, professeur Chanès, qui va nous parler qui va nous présenter aujourd'hui. Dr. Chanès, elle est neurologue, chef de service de neurologie pédiatrique et du laboratoire de neuropédiatrie à l'Université de Sfax en Tunisie. Elle a intégré la communauté de de l'épileptologie depuis 1995 en intégrant l'association tunisienne de lutte contre l'épilepsie dont elle est actuellement la présidente. Son intérêt pour les conséquences sociales des pathologies neurologiques a commencé depuis qu'elle était résidente en neurologie. Elle a travaillé dans plusieurs associations de handicap moteur et cognitif et est présidente fondateur de l'Association tunisienne du développement de l'épilepsie et présidente d'honneur fondateur de l'Association Ahmed pour la prise en charge des enfants avec l'épilepsie. Elle est aussi l'ancienne chaire de la commission ILAE pour la région EMR et actuellement vice-présidente de IBE pour la région EMR. Docteur Professeur Chanès, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours avec un grand plaisir que je suis avec vous, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délaissé dans notre région. Donc, je remercie tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, je vais parler. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense que oui. Alors, je vais parler essentiellement aujourd'hui comment plaidoyer pour les personnes avec épilepsie et surtout, je vais insister sur la situation des personnes avec épilepsie dans la région Méditerranée orientale. Ça, je vous n'ajouterai rien en vous disant que l'épilepsie, c'est une maladie neurologique fréquente. C'est une maladie qui touche à peu près plus que 50 millions de personnes dans le monde avec des actions sur leur qualité de vie. Il faut se rappeler aussi dans notre région que 85% de ces personnes qui vivent avec épilepsie vivent dans les pays en voie de développement et que parmi eux, 60 à 90% ne reçoivent pas de traitement. Malgré ces chiffres, on est désolé de voir que la situation depuis plusieurs années n'a pas changé dans notre région et que nos régions dans les régions, surtout en voie de développement, la situation, on n'a pas l'impression que les choses changent de façon positive et de façon vraiment visible pour les personnes avec épilepsie. Il faut aussi se rappeler que les conséquences sociales et psychologiques de la maladie de l'épilepsie est beaucoup plus importante que parfois, elle est beaucoup plus importante que l'épilepsie elle-même. Il ne faut jamais oublier que dans 70% des cas, les personnes peuvent être équilibrées avec une monothérapie, qui peuvent avoir une vie tout à fait normale. Et quand on parle de personnes qui ont un handicap cognitif ou qui ont des problèmes d'épilepsie pharmacorésistance uniquement dans 30% des cas. Même dans ces 70% des cas ne sont pas heureux. Dans la majorité des cas, surtout dans nos pays, ces personnes n'ont pas une qualité de vie qui est au top et qui est bénéfique. Alors, dans notre région, environ les études qui ont été faites, il faut se dire que dans notre région aussi, les études épidémiologiques ne sont pas très fréquentes. On a très peu d'études épidémiologiques. Il y a des études, mais qui n'ont pas été très peu d'enquêtes épidémiologiques porte à porte qui ont été faites. Il y a par exemple chez nous en Tunisie, la seule enquête épidémiologique porte à porte sur l'épilepsie a été faite en 1980. Vous imaginez que de 1988 à 2025, les choses ont beaucoup changé. En 88, les personnes étaient très peu parlant pour dire que leurs enfants ont une épilepsie. Et aussi, les moyens de diagnostic n'étaient pas aussi bonnes qu'actuellement. Et donc, une enquête épidémiologique, elle est vraiment
constitue une urgence actuellement dans plusieurs pays afin d'avoir une idée sur le nombre de personnes avec épilepsie dans notre région et de mettre en place des programmes adéquats. Elle est considérée parmi les 3 maladies neurologiques les plus fréquentes dans 22 pays de la région. Comme vous le savez, la région de la Méditerranée orientale, elle s'entend du Maroc jusqu'à Pakistan et qu'elle comprend 22 personnes et que dans 20 pays, elle est comptabilisée, elle est comptée parmi les 3 maladies neurologiques les plus fréquentes, mais contrairement, le nombre de neurologues n'est pas très important. Il varie de 3 en Mauritanie, mais je pense que maintenant il y a plus, jusqu'à 400 en Égypte, 400 neurologues en Égypte, ce qui constitue quand même, par rapport à la population, un nombre qui reste toujours très bas par rapport aux besoins de ces personnes avec épilepsie. Alors, avant 400 ans, avec Jésus-Christ, Hippocrate indiquait que dans la maladie sacrée, que l'épilepsie est une pathologie stigmatisée et génératrice de honte pour ceux qui en souffrent. C'est toujours la même chose jusqu'à maintenant, et que la conséquence de cette stigmatisation et de cette honte de montrer sa maladie, c'est que, en fin de compte, c'est seulement les guérisseurs et les charlatans qui en profitent. Et là, nous avons des expériences et beaucoup d'exemples. On peut donner beaucoup d'exemples dans nos pays où les malades, ou les patients, ou les personnes avec épilepsie, moi je préfère toujours utiliser le terme personne avec épilepsie, vont plutôt demander une réponse aux guérisseurs et aux tradipraticiens que d'aller au médecin et que parfois ceci est dû à un manque de médecins qui sont formés dans ce cas. Cette stigmatisation, comme vous le savez, elle peut être de 3 types. Elle n'est pas seulement, elle ne vient pas de, elle ne vient pas d'autrui. Parfois, cette stigmatisation peut être due à la personne elle-même, avec le déni que montre cette personne pour son épilepsie. Il a honte qu'il a une épilepsie et c'est un moyen de retarder le diagnostic et aussi de retarder la prise en charge de ces personnes. Elle peut être aussi interpersonnelle. Et ça c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est dans notre société, et institutionnelle, puisque dans la majorité de nos pays, l'épilepsie reste toujours parmi les maladies neurologiques les moins bien prises en dans notre pays. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une priorité devant beaucoup d'autres maladies, telles que les maladies infectieuses ou bien pour les maladies non contagieuses comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Ça fait des années qu'on essaie de montrer que l'épilepsie reste une pathologie qui est fréquente, qui est traitable, et qu'avec une politique et une intégration avec des priorités et un plan d'action dans nos pays, on peut améliorer considérablement la prise en charge de ces patients, aussi bien dans le diagnostic que dans le traitement, mais aussi la qualité de vie de ces patients. C'est pourquoi le Bureau international d'épilepsie, c'est pourquoi à côté de la prise en charge, si on peut dire, médicale, où on est vraiment concentré. Quand on a un patient qui présente une personne qui a une épilepsie, d'une façon générale, on est concentré sur la prise en charge. Et d'une façon générale, dans notre région, on est focalisé sur l'amélioration des moyens de diagnostic, sur l'amélioration des connaissances pour les médecins et pour les personnels de la santé. On oublie souvent les personnes avec épilepsie, on oublie leur qualité de vie, on oublie la prise en charge psychologique et les troubles qui accompagnent cette maladie. Là, le Bureau international de l'épilepsie, il a pour fonction ou bien pour objectif majeur de prendre en charge et d'aider ces personnes avec épilepsie. Alors, c'est toujours intéressant de rappeler que le Bureau international de l'épilepsie, il a presque 65 ans. Il est né en 1961. Il est déjà vieux, un peu moins vieux que la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie. À ce moment-là, il était la branche sociale de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie.
Mais depuis 4 ans, la vision du Bureau international de l'épilepsie, elle a un peu changé avec un plan stratégique, une mise en place d'un nouveau plan stratégique qui est focalisé sur la prise en charge sociale des personnes avec épilepsie, mais surtout, il est focalisé sur l'implication des personnes avec épilepsie dans cette prise en charge. Et actuellement, depuis 2022, la vision du Bureau international de l'épilepsie ou de l'IBE, c'est d'entraîner un changement social profond pour les personnes vivant avec l'épilepsie dans le monde entier. Et c'est pourquoi elle a mis en place en tant qu'objectif en tant que dans son plan stratégique, trois objectifs majeurs. Alors, le premier objectif pour l'IBE, c'est bien sûr positionner l'épilepsie comme une priorité mondiale de santé publique. Là, c'est très important de considérer que l'épilepsie est une maladie de santé publique et que la prise en charge doit commencer dès la première ligne avec la mise en place d'un système de santé qui est adéquat. Et là, ça, c'est une action et c'est un objectif qui est partagé avec la Ligue internationale. Chacun le prend à sa façon. Un deuxième goal, c'est autonomiser et amplifier la voix des personnes vivant avec épilepsie. Et là, plus que de montrer les activités sociales et de favoriser les activités sociales des personnes avec épilepsie, là, c'est un objectif qui est vraiment intéressant puisque là, l'objectif de l'EBE, c'est de faire participer les personnes avec épilepsie et de entendre, de faire entendre leur voix par la communauté internationale parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que pour avoir une meilleure prise en charge et pour avoir une meilleure qualité de vie, on doit vraiment défendre nos intérêts. Et là, l'IBE, elle a très bien compris que, en fin de compte, c'est important que les personnes avec épilepsie soient impliquées dans son plan stratégique, dans ses actions et dans ses objectifs. Le troisième objectif, et bien sûr, c'est de servir et soutenir les chapitres et les comités dans toutes les régions dans le monde. Et là, comme la Ligue internationale, il y a des chapitres, des associations de personnes qui sont affiliées au Bureau international de l'épilepsie. Il faut dire pour la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie, ce sont plutôt les associations scientifiques de médecins et que pour le Bureau international de l'épilepsie, c'est plutôt les associations de patients ou de parents de patients ou de personnes qui s'occupent de patients. C'est possible que ces personnes soient du personnel médical ou personnel paramédicaux, mais aussi des personnes avec épilepsie qui sont associées, qui sont affiliées au Bureau international de l'épilepsie. Il ne faut pas que l'IBE actuellement, il est vraiment focalisé sur la mise en valeur de ces personnes avec épilepsie. Pour moi, personnellement, je vois que c'est la meilleure façon de diminuer la stigmatisation des personnes avec épilepsie et de les faire intégrer à ces activités et à rendre leur voix un peu plus audible pour la communauté internationale. Alors, comme dans la Ligue internationale, le Bureau international de l'épilepsie il est présent dans toutes les régions du monde. Mais contrairement pour la Ligue internationale, il y a 6 régions, mais pour le Bureau international, il y a 7 régions. Il y a bien sûr l'Afrique qui est très bien représentée. Nous avons avec nous aujourd'hui le professeur Youssef Normandi, qui est le vice-président de la région de l'Afrique. Et là, je salue les actions qu'ils sont en train de mener. Ils ont des actions qui sont très importantes et très intéressantes pour les personnes avec épilepsie. Il y a bien sûr la région Méditerranée orientale, on est inclus, l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie, la partie sud est de l'Asie et bien sûr le Pacifique Ouest. Il y a 110 pays qui sont inclus, 160 chapitres. Pourquoi 160 chapitres et non pas 110 chapitres? Parce que pour le Bureau international de l'épilepsie, il inclut
toutes les associations qui sont des personnes avec épilepsie. Il y a bien sûr les associations qui sont fondamentales, enfin, qui sont affiliées, qui représentent le pays, mais il y a les associations, enfin, les chapitres associés qui peuvent être aussi présents et qui sont affiliés à l'IBU et qui peuvent bénéficier de toutes les actions et de tous les bénéfices que l'IBU peut leur fournir. Dans notre région, malheureusement, l'IBE, le Bureau international de l'épilepsie, n'est pas bien représenté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations de parents ni de personnes avec épilepsie dans notre région. Il y a seulement 5 pays qui ont ces associations. Il y a le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et l'Iran. Il faut dire que pour la Tunisie et le Liban, on a 2 associations, une association, un chapitre principal et une association, un chapitre associé. Et on peut expliquer cette faible participation, ou ce faible, si je peux dire, ce faible intérêt pour ces associations, premièrement par une ignorance. Il faut dire que nos patients, ce n'est pas les patients qui existent en Europe. Nos patients ne sont pas très instruits sur le plan langue. Il y a le barrière linguistique qui est très importante. Là, nous sommes avec l'IBE, avec l'administration de l'IBE fait un énorme effort pour pallier à cet handicap et on est en train de voir comment faire participer toutes les personnes, quelle que soit leur langue. Il y a des activités et des actions qui peuvent se faire dans la langue du pays. Il y a le français, l'arabe, l'espagnol, il y a des actions qui sont menées dans ces langues. Donc là, le bureau international il est en train de faire un grand effort pour pallier à cette insuffisance. Mais deuxièmement, et ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos patients, le plus souvent, ne sont pas bien éduqués et ne sont pas bien instruits sur le plan relationnel et comment mettre en place une association de parents. Ils ont besoin de notre support en tant que médecins, en tant que personnel de santé pour les aider pour la mise en place d'une association de parents. Et ça, c'est l'un des objectifs de ce webinaire, c'est pour encourager les associations ou les personnes qui vivent avec épilepsie ou qui prennent en charge des personnes avec épilepsie, d'aider d'autres personnes à organiser des associations et à s'affilier avec l'IBE parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent bénéficier de beaucoup d'actions et d'activités que mènent et de connaissances que peut fournir l'IBE pour ces chapitres. Et là, c'est une action que nous avons le devoir en tant que médecins de les aider. Et là aussi, nous avons défendu dans le bureau exécutif, dans le comité exécutif de l'IBE, la possibilité pour que les chapitres de l'ILAE puissent être affiliés à l'IBE en l'absence d'associations de parents afin d'aider les personnes avec épilepsie à mettre en place une association. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes nos associations, elles sont scientifiques, mais toutes nos associations font des activités sociales, je vais vous le montrer. Et on peut avoir un comité social qui peut être affilié, qui peut présenter, qui peut être présent et qui peut être adhérent avec l'IBE. Il peut participer aux activités que peut présenter, que peut offrir le Bureau international de l'épilepsie. Alors, notre bureau de la région Méditerranée orientale, il est formé par un chef, je suis moi-même le vice-président de la région. Il y a le professeur Najib Kisseni qui est du Maroc, vice-chef, professeur Fatma Kamoun de la Tunisie qui est le secrétaire général. Et nous avons aussi, afin de sensibiliser les gens à l'importance d'avoir ces associations, là, le Bureau international, il a aussi donné la possibilité d'avoir d'autres personnes qui sont nominées. Et nous avons, dans ce cas, essayé d'avoir une représentation de chaque pays de la région, mais qui sont affiliés afin de discuter et de mettre en place un plan stratégique pour notre région. Il y a le professeur Hassan Hosni de l'Égypte,
il y a Madame Arlette Hunain du Liban et bien sûr, il y a Darius Nassabi de l'Iran. Là, notre objectif de ce comité, c'est d'aider les personnes avec épilepsie, de mettre en place une association de personnes avec épilepsie ou de parents avec épilepsie. Nous pouvons les aider pour voir quelles sont les modalités, mais aussi d'aider les associations scientifiques à être affiliées par leur comité social au Bureau international de l'épilepsie et de faire bénéficier nos patients de ce que peut fournir et de ce que peut offrir le bureau à ces malades. Alors, notre engagement Bureau international en charge des personnes épilepsie, c'est que il ne faut pas oublier que le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et l'autre trouble neurologique qui a été adopté au cours de l'Assemblée générale de l'OMS en mai 2022, il a entre la Ligue internationale et le Bureau international de l'épilepsie et le Bureau international, la Ligue internationale, ils ont bien défendu pour que ça soit l'épilepsie comme une porte d'entrée à ce plan intersectoriel de l'épilepsie pour plusieurs raisons. Il faut se dire que l'épilepsie, elle existe depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Elle intéresse tout le monde. Il y a les comorbidités, il y a beaucoup de pathologies neurologiques associées, l'AVC, la démence, etc. Et que c'est le meilleur exemple si on veut mettre en place un plan d'action dans notre pays, c'est un excellent exemple, une porte d'entrée pour le mettre en place. Alors, quelle est la vision de son plan d'action global intersectoriel? Premièrement, c'est qu'avoir un monde dans lequel la santé cérébrale est valorisée, promue et protégée tout au long de la vie. C'est la prévention et le diagnostic précoce avant de diminuer la morbidité et la mortalité des pathologies neurologiques et donc de l'épilepsie. Et bien sûr, c'est de permettre aux personnes qui sont atteintes avec épilepsie et les troubles neurologiques d'avoir un niveau de santé le plus élevé possible avec l'égalité des droits, des chances, du respect et de l'autonomie. Donc, dans le but, avec ce plan intersectoriel, il a bien sûr comme but de réduire la stigmatisation, l'impact et le fardeau des troubles neurologiques et donc de l'épilepsie, et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes d'épilepsie et de troubles neurologiques. Alors, parmi donc, les 5 objectifs de son plan d'action, c'est bien sûr, le premier, c'est la priorité et les gouvernances, c'est-à-dire euh, améliorer la sensibilisation et mener des campagnes de sensibilisation. Et je pense que toutes nos associations, nous faisons tous dans notre quotidien ces campagnes de sensibilisation, que ce soit au cours de la Journée internationale de l'épilepsie ou au cours de l'année, mais c'est surtout plaidoyer avec les politiques et pour la mise en place, pour l'amélioration des droits des personnes et la mise en place de réglementations et de législation pour les personnes avec épilepsie et que malheureusement, il ne faut pas se leurrer. Les législations dans nos pays ne sont pas très update pour les personnes avec épilepsie. Quand on a essayé de faire une étude avec la Ligue internationale pour voir quels sont les pays de la région méditerranéenne qui ont des législations pour la conduite automobile, seulement le Qatar et l'Arabie saoudite qui en ont. Nous, par exemple, en Tunisie, on est copié sur la législation française, mais on n'a pas encore une législation qui est propre à notre contrée. Et bien sûr, qu'elles sont plaidoyées pour avoir le financement. Donc, on voit que ce plan, il est vraiment très important avec un premier objectif qui est pertinent pour nos associations. Deuxième objectif, c'est bien sûr améliorer le diagnostic et le traitement et la prise en charge. Bien sûr, la mise en place de guidelines de bonnes pratiques, le parcours de santé et bien sûr renforcement des capacités des agents de la santé et des personnes qui aident. Là aussi, on est en train de faire toutes ces actions, mais de façon non organisée et qui n'entrent pas dans le cadre de ce plan d'action. Là, c'est un appel pour toutes les associations d'épilepsie, que ce soit les associations affiliées à l'IALE ou à l'IPE, afin de rassembler toutes ces actions et de le mettre sous la bannière de ce plan intersectoriel global
pour l'épilepsie. Il y a le troisième objectif, c'est la promotion et la prévention. Et comme vous le savez, pour la prévention de l'épilepsie, elle commence depuis la grossesse. Donc, promotion aussi du comportement sain de toute la vie, prévention des maladies infectieuses, traumatisme crânien, etc. Réduction des risques environnementaux, surtout avec ces changements climatiques qui sont actuellement, qui font des ravages sur le plan santé. Un quatrième objectif, bien sûr, c'est favoriser la recherche. On ne peut pas, sans la recherche, l'innovation et les systèmes d'information, on ne peut pas avancer. Afin de mettre en place un plan d'action, il faut avoir des datas. Et là aussi, c'est un appel pour que euh, améliorer notre façon de collecter les données. Et sans la recherche, on peut pas avancer. Donc, il faut favoriser la recherche en épileptologie. Là, il y a, comme vous le savez, nous sur la recherche sur le diabète, sur l'hypertension, surtout en Tunisie, que l'épilepsie, elle est très peu considérée dans les projets de recherche. Et là, là il faut plaidoyer pour que la recherche l'épilepsie soit considérée comme un thème prioritaire de recherche dans nos contrées. Et bien sûr, un objectif bien particulier pour l'épilepsie, c'est l'approche de santé de l'épilepsie en tant que priorité de santé publique, donc l'accès aux services pour l'épilepsie et l'engagement et le soutien des personnes avec épilepsie. À travers ces objectifs et en atteignant c'est-à-dire que c'est un plan d'action qui va durer une dizaine d'années jusqu'à 2031 et que en 2031, il faut que 90 des personnes avec épilepsie soient vigilants, soient conscients que l'épilepsie est une maladie traitable et que c'est une maladie du cerveau. Ce n'est pas une possession démoniaque ni une maladie psychiatrique. Malheureusement, c'est toujours le cas, malgré les campagnes de sensibilisation qu'on doit faire, mais qu'il faut toujours continuer de les faire parce que c'est incroyable combien on oublie facilement et combien les mauvaises habitudes prennent le dessous quand on lâche un peu bride. Donc, il faut que nos actions soient continues dans le temps. Il faut que 80% de notre population ait accès à un traitement, à des médicaments anti-épileptiques de façon continue, pas de façon paroxystique. Il ne suffit pas d'avoir dans sa liste les médicaments anti-épileptiques. Il faut que les médicaments soient disponibles sur le marché et ça, c'est un autre problème parce qu'on peut avoir les médicaments qui sont présents sur la liste essentielle des médicaments dans les pays, mais qu'ils ne sont pas accessibles sur le marché et que 70% des personnes avec épilepsie achèvent avec un traitement soit considérées comme en rémission de leur pathologie. Alors, pour le Bureau international et pour les associations qui s'occupent particulièrement des personnes avec épilepsie, c'est surtout l'objectif 1 et l'objectif 5 qui est le plus intéressant. Bien sûr, on peut participer avec les personnes, on peut participer là. Nos actions doivent être menées sur les 5 objectifs de cette EGAT. On peut là aussi l'avis des personnes avec épilepsie sur un diagnostic précoce, sur un traitement très important. Ils n'ont pas d'avis, si on peut dire, déterminant pour le choix des médicaments, etc. Mais c'est important qu'ils font une plaidoirie pour que le traitement soit présent afin de diminuer le traitement gap le traitement, enfin l'écart thérapeutique dans les régions. Mais c'est surtout, pour nous, c'est les objectifs stratégiques 1 et les objectifs stratégiques 5 sur lesquels on participe le plus souvent et on est focalisé. Donc, avec l'objectif 1, c'est surtout la cible numéro 1, avec 75% des pays qui doivent disposer de plans nationaux, de politiques et de stratégies pour les affections neurologiques et l'épilepsie. Et là, c'est un appel pour on discute avec nos gouvernements, nos ministères de la Santé, de l'importance de la mise en place d'un plan d'action sur l'épilepsie. Ce plan d'action peut être bien sûr un plan d'action unique pour l'épilepsie, mais aussi on peut avoir un plan d'action qui sera
intégré dans un autre plan d'action d'une autre maladie neurologique non contagieuse ou autre, ou le plan d'action santé mentale, on peut l'intégrer, c'est selon les possibilités du pays, mais ça, c'est un objectif qu'il faut atteindre et que la cible mondiale 2, c'est 100% des pays auront des programmes de sensibilisation et de plaidoyer fonctionnel pour les affections neurologiques et pour l'épilepsie. Je pense que nous sommes tous, que ce soit les associations qui sont avec la Ligue internationale ou le Bureau international, on fait tous des campagnes de sensibilisation, mais comme je vous le dis, il ne suffit pas de faire des campagnes ponctuelles, il faut avoir un programme et un plan stratégique dans nos associations pour que ces actions soient continues et que ces actions aient des répercussions sur la vie de ces patients. Alors, il faut rappeler que pour le Bureau international, il a mis en place un africaine d'un livret sur comment plaidoyer pour l'épilepsie. C'est un livre qui est très intéressant. Il est écrit et il est adapté pour les pays de l'Afrique. Ils ont aussi mis en place récemment un livret pour plaidoyer pour la région de l'Amérique latine. Et je pense là, de ce webinaire, moi, je fais un appel pour le Bureau international de l'épilepsie. Nous avons avec nous, heureusement, notre chef exécutif, Madame Donna Well, notre responsable d'engagement, Claire Nolan, qui sont avec nous. C'est un appel pour la mise en place d'un livret, comment plaidoyer dans notre région et comment plaidoyer pour améliorer, pour l'amélioration de l'épilepsie dans nos régions. Là, comme je vous l'ai dit, toutes les associations font ces actions et ils font des campagnes de sensibilisation. Ça, par exemple, pour le Liban, avec des actions sur la scolarité. Mais là, c'est une autre action qui va se faire en mai, en avril 2025. C'est Miss Épilepsie, si je peux le dire. Donc, et là, c'est une action avec Madame Arlette Rollin qui aimerait bien que ce soit toutes les personnes avec épilepsie de toute la région peuvent participer à cette manifestation et à ce concours. Il y a aussi qui font beaucoup de choses, beaucoup de manifestations pour la sensibilisation des personnes avec épilepsie. Ils ont mis en place des podcasts et des vidéos et des dessins animés pour sensibiliser les personnes avec épilepsie. Ce sont des médecins, mais avec l'aide des personnes avec épilepsie. Et comme je vous l'ai dit, nous avons besoin en tant que médecins de la vue des personnes avec épilepsie. Nous avons besoin de leur façon de voir pour que nos actions et que aussi bien les livrets que les vidéos qu'on fasse ou les podcasts qu'on met en place soient profitables pour eux et qu'ils soient vraiment adaptés à leurs besoins et à leur vécu. Là aussi, pour le Maroc, des actions qui ont été menées avec l'association euh, euh, marocaine de lutte contre l'épilepsie, mais aussi avec d'autres associations de Tanger. En Tunisie, nous avons l'association tunisienne du développement de l'épileptologie, l'association tunisienne de lutte contre l'épilepsie et l'association Ahmed, qui font des actions pendant toute l'année. On participe à toutes les actions, que ce soit la journée de l'handicap, que ce soit la journée du cerveau, que ce soit la journée de l'épilepsie, que ce soit les foires pendant le mois de Ramadan, on a toujours un stand pour essayer d'expliquer ce qu'est l'épilepsie. Nous avons mis en place des livrets, si on peut dire, des annonces et des posters, comment agir devant une crise épileptique, mais aussi des livrets, des petits dépliants pour les personnes en arabe, pour les personnes avec épilepsie concernant ce qu'est l'épilepsie, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise, quelles sont les précautions à prendre pendant la grossesse. Là aussi, pour cette année, avec la collaboration du projet CID, nous avons mis en place des vidéos
en dialecte tunisien. Je ne sais pas si elles seront comprises par des autres pays, mais en dialecte tunisien, pour essayer d'expliquer ce que l'épilepsie est, enfin, parce qu'au cours de nos manifestations, et quand on fait un survey, on est surpris par l'ignorance des personnes, enfin, des participants sur ce qu'est vraiment l'épilepsie. Et là, nous avons essayé de faire ces vidéos, des petites vidéos pour expliquer ce qu'est l'épilepsie, quelles sont les manifestations et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise, etc. Nous avons eu la semaine dernière toute une semaine pour l'épilepsie. Nous avons eu des actions à tous les niveaux. Comme vous le savez, l'épilepsie, elle intéresse tout le monde. Donc, nous avons fait des manifestations pour la protection civile, pour les enseignants, pour les médecins de première ligne. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces actions intéressantes quand elles sont faites selon un plan stratégique. C'est-à-dire que chaque année, il faut les refaire et afin de maintenir et d'améliorer ces connaissances. Si on fait ces actions ponctuellement et on oublie, là, on peut pas améliorer les connaissances et on ne peut pas avoir une stratégie adéquate. L'objectif 5, bien sûr, c'est que les pays auront augmenté la couverture des services et l'amélioration des services et bien sûr de l'amélioration des lois et des droits des personnes avec épilepsie. Et là, c'est un grand chantier qu'on doit vraiment améliorer et prendre en charge dans notre pays, dans nos pays, de toute la région, parce qu'il y a un manque flagrant. Là, quand on fait des enquêtes, les premières demandes des patients, c'est que les médicaments sont chers et qu'il faut une sécurité sociale et qu'il faut qu'ils soient intégrés et il faut qu'il y ait une celle de ces médicaments. De la même chose, ils sont, que ce soit pour les droits, pour le travail, pour la scolarité, l'intégration scolaire, le travail, pour les voyages, pour la participation à la vie intellectuelle et culturelle des pays. Là, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on s'améliore sur ce niveau. On est vraiment très loin dans notre région. Et là vient l'importance de cette étude qui a été faite par le Bureau international de l'épilepsie, une étude très intéressante, franchement. C'est une étude mondiale sur les besoins en épilepsie. Alors là, ce n'est plus les besoins sur les médicaments ou la santé, c'est vraiment les besoins des personnes, les besoins non médicaux des personnes avec épilepsie. Là, comme vous le voyez, nous avons le Bureau international, il fait un grand effort pour traduire cette enquête et traduire tous les documents qui sont reliés à cette enquête, ce qui a permis à cette enquête d'être faite et vraiment de réussir. Alors, comment elle a été mise en place, cette enquête? C'est qu'il y avait un groupe consultatif d'experts qui a été formé par le Bureau international avec un groupe de travail des chapitres qui ont été choisis ou qui ont répondu à l'appel à candidature par le Bureau international de l'épilepsie. Et là, on voit que pratiquement toutes les régions ont été incluses les 7 régions ont été incluses avec des pays un peu différents. L'Europe, bien sûr, avec la grande part, la région Pacifique orientale avec la Chine et le Hong Kong, l'Asie du Sud-Est avec l'Inde, l'Afrique, Gambie, Ouganda, Amérique latine, l'Argentine et le Brésil, l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, et bien sûr dans la Méditerranée orientale, la Tunisie. Nous avons répondu à cet appel à candidature. Donc, nous avons eu la chance, franchement, c'est une chance extraordinaire qu'on a eue en suivant cette enquête. C'est une enquête qui a été menée par l'association Ahmed, mais aussi avec l'aide de l'Association tunisienne de lutte du développement de l'épileptologie et de la TLCE. Pourquoi? Parce que nos malades, comme vous le savez, ne sont pas très instruits. Nous avons eu besoin d'aider les patients pour comprendre les questions et pour les aider à répondre aux questions. Et là, quand on a eu des jeunes médecins qui ont suivi cette enquête, ce qu'ils étaient, le feedback de ces médecins était que vraiment c'était une expérience extraordinaire parce maintenant ils sont conscients des besoins propres du malade. Parce que quand on a un patient qui vient pour épilepsie, on pense, nous, ce qu'on peut faire comme traitement, quelle est l'ordonnance qu'on va donner. Mais tout ce qui est autour de l'ordonnance, d'une façon générale, on oublie les besoins des parents et des personnes qui sont avec épilepsie, on n'a pas une idée de ce que c'est. Et là, c'était une expérience extraordinaire avec cette enquête pour que ces jeunes médecins soient conscients des besoins propres
des personnes avec épilepsie afin d'améliorer notre prise en charge médicale. Alors, c'était le développement de cette enquête, elle a pris deux volets, l'enquête le surveille elle-même. Et bien sûr, il y a eu un entretien semi-structuré et là, vraiment l'importance des résultats quantitatifs et des résultats qualitatifs avec ces entretiens, avec la narration des expériences des personnes de différentes âges, de différentes catégories, sur leur vécu et sur ce qui les dérange dans leur quotidien. Après, bien sûr, une revue de la littérature. Il y a aussi, après, discussion avec le comité consultatif d'experts qui a été constitué par l'IBE, le groupe de discussion de personnes avec épilepsie. On a eu beaucoup de réunions avec les participants, enfin les coordinateurs de cette enquête pour voir les questions, la traduction, etc. Et puis, il y a eu une enquête pilote qui a été ensuite suivie par l'enquête elle-même. Alors, l'enquête, qu'est-ce qu'elle a pris en considération? Elle voulait avoir une idée sur les connaissances et l'information personnes, mais aussi de la population sur l'épilepsie, la santé mentale et le bien-être, l'apprentissage et l'éducation, c'est-à-dire la scolarité de ces enfants, la santé scolaire, sexuelle et reproductive des personnes avec épilepsie, les soins de santé et le bien-être, comment ils se font, est-ce qu'ils sont satisfaits, quelles sont les difficultés, le travail, le revenu, quelles sont les difficultés que ces personnes trouvent au cours de leur travail, au cours de leur scolarité, dans la communauté, la stigmatisation, leur qualité de vie, quelles sont les contraintes qu'ils ont trouvées pour atteindre leur objectif, est-ce qu'ils ont un transport sécurisé, est-ce qu'ils ont des droits, enfin une législation pour la conduite et pour les permis de conduire, la sécurité, est-ce qu'il y a les personnes, est-ce qu'ils voient que les personnes qui sont autour d'eux ont une éducation suffisante pour subvenir à leurs besoins en cas d'urgence et tout ça. Et là, nous avons eu les participants étaient âgés de plus de 18 ans ou plus, qui vivent avec épilepsie ou qui prennent soin de quelqu'un avec épilepsie. Donc, on a eu des personnes avec épilepsie et des personnes qui prenaient en charge des enfants ou des adultes avec épilepsie. Et cette enquête, elle a intéressé entre 250 et 500 personnes pour chaque chapitre. Et les entretiens semi-structurés, il y avait 3 à 6 personnes interviewées par chapitre. Et là, nous avons une idée un peu globale des besoins de ces personnes avec épilepsie. Alors, comme résultat, on n'a pas encore les résultats. C'est des résultats préliminaires qui nous ont été donnés. On n'a pas encore les résultats définitifs, mais moi, je suis impatiente pour avoir ces résultats parce que je sais que ma façon de prendre en charge ces patients, elle va être complètement modifiée. Alors, entre 18 et 44 ans, la majorité sont des femmes. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Peut-être que c'est parce que les gens qui prennent, les personnes qui prennent en charge les patients avec épilepsie sont plus des femmes que des hommes. Par exemple, en Tunisie, la grande majorité des cas, c'est les personnes qui prennent en charge les personnes avec épilepsie, plus que les personnes avec épilepsie qui ont répondu à notre enquête. Donc, les personnes vivant avec épilepsie, en plus grand nombre, mais comme je vous l'ai dit, en Tunisie, dans notre enquête, nous avons eu plutôt les aidants. Un revenu élevé, un revenu moyen supérieur. Il faut se dire que ça s'explique par le fait que ces personnes peuvent répondre aux questions, donc avec le téléphone, ou on leur envoie par email l'enquête, on peut avoir une réponse, ce qui n'est pas le cas pour notre région. Par exemple, pour la Tunisie, on a été obligé de faire une enquête et de téléphoner ou de suivre et de faire un interview avec, enfin, d'expliquer l'enquête et d'accompagner la personne avec épilepsie pour faire l'enquête. C'est pourquoi les réponses étaient, moi je pense que c'est pourquoi les réponses étaient plus élevées pour les pays développés et bien sûr les régions urbaines et suburbaines, on n'y peut rien. Ils ont plus accès à l'Internet que les personnes qui vivent dans les régions rurales. Alors, l'enquête, elle répond vraiment aux objectifs de l'IGAP. Pour l'objectif 1, les personnes, ils ont émis le souhait d'avoir une meilleure compréhension de l'épilepsie dans la communauté, les premiers secours. Ils se plaignent du fait que les personnes qui sont autour d'eux ne sont pas très bien
éduqués sur le plan épilepsie, ils ne savent pas quoi faire en cas de crise, accès à l'éducation et au travail avec l'intégration scolaire, avec l'ajustement du milieu de travail, le soutien financier pour les voyages, surtout pour les jeunes, diagnostic et traitement aussi, réduire les risques et les blessures ou décès liés à l'épilepsie, accès continu au traitement de l'épilepsie, comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas de l'avoir dans la liste essentielle. Les médecins et les infirmières doivent en savoir plus sur les besoins plus larges des personnes. Et là, on a été surpris par le fait que les personnes se plaignaient par le fait que les médecins ne les écoutaient pas. Et là, c'est vraiment un peu troublant. L'approche de santé publique avec des lois plus strictes, c'est ce que demandent les personnes avec épilepsie, avec une l'assurance médicale et l'accès à des services de santé mentale abordables. Donc tout ça, c'est vraiment, ça rejoint l'enquête là. Je pense qu'avec ces résultats qui seront un peu plus détaillés, nous allons avoir une idée sur les besoins de ces personnes et ça va nous aider dans notre prise en charge, mais aussi dans la mise en place de notre plan d'action. Cette enquête, elle va continuer. Bien sûr, il y aura de kits de diffusion, il y aura aussi des enquêtes qui seront plutôt focalisées pour certaines pathologies telles que les encéphalopathies épileptiques. Mais la théorie, enfin l'enquête ou la connaissance ne suffit pas. Il faut aussi un renforcement des capacités. Là, le Bureau international il présente pour les personnes avec épilepsie le programme Global Épilepsie Leader, qui sont là, par exemple, pour la région méditerranéenne, nous avons 2 personnes qui sont incluses. Il y a aussi la création et échange des connaissances. Il y a aussi l'IBE Knowledge Hub. Et là, c'est très intéressant pour que c'est un appel de l'IBE pour partager vos manifestations et vos événements sur l'IBE Knowledge Hub. C'est facile, là. Il suffit d'envoyer un email pour avoir accès et pour faire diffuser vos manifestations et diffuser vos actions qui ont été faites pendant l'année. Là, en Tunisie, à partir de ces cours, on était conscient, on est conscient que ces actions ponctuelles ne suffisent absolument pas et que pour la formation aussi bien des médecins que pour les enseignants, nous avons mis en place 2 cours de formation des formateurs en épilepsie pour les enseignants et pour les médecins. On commence en avril, qui vont durer 3 mois et avec un programme bien détaillé et adapté aux besoins de chaque catégorie. Voilà quelques exemples de moyens de favoriser et de plaidoyer. C'est vraiment de raconter son histoire. Et là, malheureusement, pour notre région, il y a très peu de personnes qui acceptent de participer et d'échanger l'histoire de sa vie. Il y a toujours cette stigmatisation. Là, excellent moyen pour sensibiliser les personnes et pour sensibiliser les gouvernements afin d'améliorer et de comprendre que l'épilepsie est une maladie neurologique comme tant d'autres et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Ici, voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été longue, si j'étais un peu longue, mais c'est important. C'est pourquoi je suis un peu emballée dans ma présentation. Merci pour votre écoute et je reste à votre disposition pour discuter avec vous des possibilités pour notre région. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois euh, je dois répondre aux questions moi-même ou bien... Euh, merci, professeur Chanez. C'était une excellente présentation et vous avez fait quand même un état des lieux principal. Vous avez fait un état des lieux de la situation quand même dans la région méditerranéenne orientale, avec tous les défis majeurs, tout ce qui reste à faire, qui démontre quand même qu'on doit mettre sur pied toute une synergie de coopération et de collaboration et d'ouverture, non seulement qui se limite avec les chefs d'État politiques, les gouvernements,
mais aussi la société civile, les organisations des patients et des parents. Donc, une très belle illustration que vous avez présentée, le travail qui est déjà fait par l'IBE. Et tout comme vous avez les défis, vous avez partagé pour au niveau de la région, et je pense que ce sont les mêmes défis que nous essayons de relever dans la région africaine, malgré que nous avons une trentaine de pays qui se rejoignent. Alors, je voulais juste passer directement aux questions qui ont été adressées. Alors, je vois dans la première question qui vient du Moroccan Society of Neurophysiology, comment instaurer un modèle de diplomatie sanitaire contraignant pour obliger les gouvernements à agir concrètement en faveur des personnes vivant avec l'épilepsie au-delà des simples déclarations d'intention? Alors, je vous adresse la première question. Mon Dieu, c'est vrai que les simples déclarations, on a toujours des déclarations d'intention. Moi, je rejoins mes amis marocains, c'est que moi, je pense que sans plan stratégique pour notre région et sans plan d'action qui est clair dans nos esprits et qui est partagé par tous les partenaires, que ce soit les médecins, que ce soit les personnes avec épilepsie, que ce soit le personnel de santé, que tout, c'est un plan d'action intersectoriel. Je pense qu'on ne sera pas assez fort. Le seul moyen de présenter et de permettre ou d'expliquer à notre gouvernement l'importance de nos décideurs politiques surtout, de l'importance de ce sujet, c'est de se réunir ensemble, tous les partenaires, de mettre en place un plan stratégique ou un plan stratégique de nos actions, d'avoir des données sur l'état de lieu, sur ce qui existe dans notre pays, c'est très important. Malheureusement, dans nos pays, il n'y a pas de data, on n'a pas de registre. Là, par exemple, en Tunisie, notre ministère de la Santé, que je salue ici, il est en train d'essayer de mettre en place un registre pour les maladies neurologiques, l'épilepsie incluse. C'est un pas très important afin d'avoir des données pour nous permettre de plaidoyer en faveur de ces personnes. On ne peut pas obliger un gouvernement ou bien les décideurs politiques par la parole seulement. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir des datas, il faut avoir des arguments solides, financiers, parce qu'il faut vraiment que ça soit financé pour permettre, enfin, pour obliger nos décideurs publics, politiques, d'adhérer à notre programme. Là, pour notre région, c'est pourquoi j'ai demandé à Donna de nous aider et à Claire aussi d'essayer de maintenant de voir comment on peut mettre en place, comment plaidoyer pour l'épilepsie. Parce que pour nos associations, la majorité des personnes qui sont dans nos associations sont des personnes qui sont submergées par le travail quotidien, que ce soit dans l'association, que ce soit dans leur travail et ils n'ont pas forcément une formation de comment plaidoyer, comment parler et comment argumenter avec les décideurs politiques. Et là, avoir un document un document qui peut aider, on peut faire des séminaires de formation pour les associations pour leur expliquer quels sont les meilleurs moyens pour parler, pour plaidoyer avec les décideurs politiques. Pour moi, c'est le seul moyen. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, Sakati, Youssef, est-ce que vous avez une autre façon de voir, mais aussi on peut écouter aussi Claire, Donna et Niam. You can speak in English and we can translate Claire and Donna, no problem. I don't know if you understand Yes. our French. Yes, okay. So we can discuss together. No problem. Thank you, Janaz. Yes, I'll reply in English and then maybe you or Yusuf can translate. But I think it's a really good question in terms of how can we go beyond these declarations of intent. Essentially, the Intersectoral Global Action Plan, it's not mandated upon countries to reach those global targets. There'll be no penalty if countries don't reach those global targets. So we do need to make a strong case.
I think what you've already said, Shanaz, around the need to ensure that we have evidence, particularly strong evidence around return on investment and the sort of economic argument for investing in epilepsy is important. We know that investing in epilepsy yields a high return on investment. There are studies to showcase that. And I think we need to ensure that we're getting that across to our policymakers and decision makers. In the Q&A box, I also included a link to the Global Burden of Disease study. And I think we need to remember, and this also answers another question, that neurological disorders are the leading cause of disability worldwide and the second leading cause of death. And epilepsy does sit within that bucket of neurological disorders and really does play a major role in establishing that huge burden. So I think for us, we need to be clever in that maybe epilepsy on its own is not convincing enough for our policymakers and decision makers to invest in. But if we can push for them to invest in efforts around neurological disorders or brain health as a whole, we can then really push for epilepsy to be part and parcel of that work. And I think it's important because IGAP does talk about epilepsy as a tracer condition or an entry point. And I think we need to really ensure that we leverage that structure. So for me, I think it's really important because there's good evidence out there from a socioeconomic perspective, from a prevalence perspective, from a deaths and disability perspective when it comes to neurology. And we need to ensure that we're communicating that in a convincing way. So that would be my take on how we can really ensure that it's embedded as a public health priority and not just spoken about as something that's important, which is the risk we run, I think, when it comes to IGAP. Yes, absolutely, Donna. And in Tunisia, for example, we include epilepsy with neurological disorder in the register, and also we try to include epilepsy and neurological disorder in the mental action plan. So it is a way to have some activity and to implement some action. Thank you, Professor Chanez and Donna. Merci pour la contribution de Donna. Mais je pense aussi rajouter que, comme vous l'avez si bien dit, aussi que Donna a fait mention, c'est que si vraiment on a besoin de faire avancer le dossier sur l'agenda politique et de pousser les décideurs politiques à reconnaître l'épilepsie et les troubles neurologiques comme une maladie de santé de priorité publique dans le monde, c'est que cela repose aussi sur un facteur crucial que vous avez dit, qu'on appelle les données. Donc, si on n'a pas les données qui sont viables, très souvent, cela n'encourage pas les discussions avec les décideurs politiques. Donc, il faut qu'on a ce qu'on appelle cet élément de recherche soutenu avec des données qui soient viables pour pouvoir vraiment démontrer à nos décideurs quelle marge de la société, quelle est la fraction de la société qui est fragilisée par les troubles neurologiques, par l'épilepsie, ainsi de suite. Alors, nous avons plusieurs autres questions qui vous ont été adressées, professeur Chanez. Je reprends la deuxième question. L'insertion professionnelle des personnes vivant avec l'épilepsie est souvent entravée par les lois et règlements discriminatoires, notamment dans les professions nécessitant une aptitude physique ou une vigilance accrue, telles que l'aviation, le transport ou l'armée. Comment concilier la protection des patients avec les impératifs de sécurité publique sans tomber dans une ségrégation professionnelle injustifiée? À vous, professeur. Alors moi, si je me permets de répondre dans ce cadre, surtout quand on parle d'aviation et des transports en commun et de l'armée, je ne la considère pas comme une ségrégation injustifiée. Parce que dans notre vie, certaines personnes ne peuvent pas faire certains métiers. Et ce n'est pas une ségrégation. Et les personnes qui ont encore des crises épileptiques ne peuvent pas être dans l'armée ni dans l'aviation. Là, ça va de la sécurité des personnes qu'ils vont transporter. Je ne la considère pas comme une ségrégation.
moi, je pense que pour l'insertion professionnelle, si l'épilepsie commence tôt et que les personnes, ils sont encore jeunes, il faut discuter dès le premier rapport de quel est le meilleur métier et essayer de les orienter pour avoir le meilleur métier qui va pour eux. Si les personnes qui ont déjà un travail et où l'épilepsie il y apparaît, ça c'est un autre problème. Il y a certains métiers qui ne sont absolument pas adaptés et que je pense que là, au lieu de les, comme certaines personnes, ils ont peur d'être licenciés, il faut vraiment une réadaptation de leur situation et de leur poste professionnel. C'est tout, mais là, il faut une adaptation, il faut que les administrations, que les institutions ne licencient pas les personnes avec épilepsie. Ça, c'est un point qui a été soulevé, qui est soulevé toujours par les personnes avec épilepsie. Ils ne disent jamais aux médecins professionnels ni à leurs employés qu'ils ont une maladie, qu'ils ont des crises épileptiques parce qu'ils ont peur d'être renvoyés, parce qu'il n'y a aucune législation. Oui, d'accord, il y a une législation qui impose d'avoir euh, de faire que ce n'est pas interdit d'inclure les personnes avec épilepsie, mais en réalité, ils sont licenciés pour une raison ou pour une autre. Et là, il faut vraiment essayer de mettre en place un moyen de comment en faire un reclassement. Mais pour certains, franchement, pour certains métiers, moi, je ne pense pas que c'est une injustice professionnelle si les personnes pour choisir leur travail, on les choisit selon nos capacités. Nous, les femmes, on ne peut pas faire beaucoup de métiers. Ce n'est pas une injustice pour nous. Je ne sais pas pour vous. Youssef Sakadi, est-ce que vous avez d'autres idées? Mais pour moi, je pense que on doit plus penser à un reclassement professionnel. Comment essayer de proposer de reclassement professionnel pour ces personnes? S'ils sont, bien sûr, si l'épilepsie, elle a commencé alors qu'ils ont leur poste de fonction. Mais pour les jeunes, il faudrait mieux expliquer et discuter avec eux des métiers qu'ils peuvent faire à l'avenir. Je Tout crois à fait que juste. je suis parfaitement Yes, d'accord avec Sakadi. ce que Chanès a dit. Pour l'expérience, je crois que j'ai aussi, disons, quelques cas des patients qui, par exemple, font le métier du jardinage et voilà, qui, après, ils ont eu de l'épilepsie et puis ils sont renvoyés. Certains travaillaient dans d'autres zones et ils sont renvoyés complètement. Je crois que quand c'est comme ça devient stigmatisant parce qu'ils travaillent déjà, il faudra peut-être chercher à les reclasser. Et d'où la question de faire, de préparer des lois spéciales pour les protéger. Je sais pas, je reviens avec ça pour la question, surtout pour ce truc. Avez-vous une expérience déjà sur comment faire pour soumettre, disons, une loi qui peut protéger ce genre de patients? Et après, je pense que si je me trompe pas, dans certains pays du Maghreb où je suis parti pour la formation, je crois, avant de faire l'armée ou faire d'autres activités, on demande de faire un certain nombre d'examens où le électroencéphalogramme est aussi placé. En tout cas, on évite de prendre ce genre de personnes qui vivent avec l'épilepsie dès avant. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir leur dire de changer de métier si on le connaît en avance. Mais s'ils sont déjà en fonction, il faudra chercher à peut-être changer leur métier, mais pas pour les stigmatiser complètement, les refuser à travailler. Tout à fait. Merci, Sakadi. Je crois que moi aussi, je voudrais rajouter une expérience parce que comme je viens de l'île Maurice, non, il n'y a pas spécifiquement une loi en ce qui concerne de l'épilepsie, mais aussi toutefois en ce qu'il s'agit des professions, du métier qui est choisi par les personnes qui sont atteintes d'épilepsie. Tout cela repose aussi, il faut pas oublier, sur la sévérité de la crise et du traitement en cours et bien sûr de la personne qui a, au niveau de son éducation, son parcours académique
Et c'est là qu'on peut voir que s'il y a certaines qui ont pu grimper des échelons pour être des directeurs d'entreprise qui sont très bien positionnés, tout en étant diagnostiqués avec une épilepsie ou vivent avec une épilepsie bruyante. Par contre, d'autres, on voit qu'il existe quand même, surtout dans des régions qui sont très lointaines, des régions urbaines, par exemple à Maurice. On voit qu'il y a pas mal des jeunes atteints d'épilepsie, mais qui ont du mal à trouver un emploi. C'est très difficile. Alors, je passe sur la prochaine question de Nada, et qui nous a posé la question. Dans notre région, nous faisons face à différents obstacles dans la prise en charge des patients épileptiques, à commencer par la non-disponibilité de plusieurs molécules anticonvulsantes, y compris celles nécessaires en contexte d'urgence. Donc la question, c'est quel organisme peut agir dans ce sens? Les sociétés savantes, les associations de patients, et comment profiter des possibilités de collaboration entre les différents pays de la région pour changer cette situation. Oui, merci pour cette question, Dr. Benkiran. De toutes les façons, quel organisme, moi je pense tout, que ce soit les associations savantes, que ce soit les personnes, surtout les associations de parents et de personnes avec épilepsie, ils sont les plus puissants pour mettre en place une conduite, pour plaidoyer, si on peut dire, pour que les médicaments soient disponibles. Là, moi, je pense que dans toutes ces actions, il faut apprendre à plaidoyer avec les décideurs politiques pour imposer, pour dire que tel médicament, il est très important. On peut aussi, c'est pourquoi j'ai toujours proposé de faire des manifestations, comment plaidoyer pour notre région, parce qu'il y a il y a un écart extraordinaire entre ce qu'on aimerait bien faire et ce qu'on peut faire. Pour la deuxième partie de la question, comment on peut travailler, comment on peut collaborer ensemble, ce webinaire, il est fait pour essayer de collaborer ensemble. Et là, il y a le site de l'IBE, vous connaissez maintenant les personnes du bureau, vous pouvez aller au site web aussi bien de l'IBE que de la Ligue internationale, vous voyez la région méditerranéenne, vous avez toutes les associations qui sont affiliées, vous pouvez contacter les personnes qui peuvent vous aider. Et c'est en faisant, c'est l'un des objectifs de ce webinaire, c'est de faire ces collaborations entre régions. Parce que si on est tous d'accord pour faire par exemple, pour mettre en place une législation et des droits pour le permis de conduire dans nos régions, on peut le faire, on peut s'entraider. La même chose, on échange nos expériences pour essayer de plaidoyer pour que les traitements soient disponibles dans nos régions. C'est un des moyens qu'on peut utiliser là, à ce moment-là, pour améliorer la situation dans nos régions. Très bien, excellent, merci. La prochaine question qui est en anglais. Do we know the numbers of provoked seizures that we can support the neurological disease and funding from countries? Franchement, moi, j'ai pas d'idée, je ne sais pas pour vous. J'ai pas. Euh, moi non plus, hein. Moi, je- Unless Donna, or do you have any would like to contribute to that questions? Yeah, Yusuf, I'd also read the question, but have nothing to add from my perspective. I'm not sure I fully understand the question and don't have information to be able to answer that one. I apologize, but maybe Deanna may want to provide us with a little bit more context, and we can certainly see if we can answer that question later on. Yeah, thank you. Thank you, Donna. The next questions, la prochaine question, l'IBE met en avant un leadership transformationnel, comme on l'a vu dans le diapo dans la présentation du professeur Janez, où les patients deviennent des acteurs de plaidoyer. Pourtant, dans de nombreux pays, les personnes atteintes d'épilepsie restent marginalisées et ont peu de pouvoir politique. Alors, comment structurer des mouvements de patients capables de peser
réellement sur les décisions de santé publique sans être instrumentalisés par des organisations externes. Le seul moyen, je pense, moi, c'est de former une association de patients avec épilepsie ou de personnes qui s'occupent ou des parents d'épilepsie. C'est le seul moyen euh, euh, d'avoir cette force, si on peut dire, et cette masse de personnes. En s'entraidant avec le personnel, les personnels de santé, en s'entraidant avec les autres associations scientifiques, par exemple, d'où l'intérêt de faire des associations de parents dans nos régions. Et c'est pourquoi, là, par exemple, dans nos associations, on peut avoir un comité social avec les personnes où on intègre les personnes avec épilepsie pour pouvoir les aider et enfin, si on peut dire, euh, les aider et enfin, marcher côte à côte avec eux dans leurs actions et dans euh, enfin, d'atteindre leurs objectifs. Pour moi, c'est le seul moyen. C'est vraiment d'aider ces personnes de se structurer en association, de travailler en collaboration avec le personnel de santé, d'avoir des formations et puis d'aller plaidoyer avec les politiques. Ça, pour les associations, pour les personnes avec les cancers, c'était le seul moyen pour avoir leur traitement et les personnes avec épilepsie doivent faire la même chose. Yeah. Et probablement moi aussi je vais rajouter, professeur, je pense également que les associations des patients, par exemple, doit créer une approche holistique parce qu'il faut reconnaître que quand même l'épilepsie, c'est cross-sectors. Donc, que ces associations doivent être disposées à travailler non seulement avec les acteurs de santé, que ce soit dans le privé ou le gouvernement, mais aussi également avec d'autres secteurs comme dans le secteur de l'éducation, le secteur du social, les secteurs de la femme, par exemple, qu'on voit que la femme, par exemple, la discrimination, la stigmatisation qui existe chez les femmes, qui est beaucoup plus élevée en Afrique, qu'on a retrouvé, contrairement à d'autres continents. Donc, moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction pour créer cette synergie intersectorielle même pour ces associations, de pouvoir s'ouvrir et de dire, oui, on est prêt à collaborer, on est prêt de travailler avec toute institution qui a un lien direct ou indirect à la promotion, à la vulgarisation de l'épilepsie. Tout à fait, Oussama. Il doit Merci. vraiment s'ouvrir surtout, quoi, enfin, s'ouvrir dans le pays et à l'extérieur du pays. Et là, je pense avec Exact. l'IBE, c'est une opportunité, là, avec le programme de leadership de l'IBE, c'est une opportunité extraordinaire. Et je peux vous dire qu'on a eu des difficultés pour avoir des personnes qui peuvent être intéressées par ce programme, des personnes avec épilepsie qui seront formés pour devenir des leaderships et pour enfin aider les autres personnes. Et nous avons eu des problèmes pour avoir des personnes de notre région. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est une opportunité extraordinaire. Et j'espère que à la prochaine session, on aura plus de personnes qui seront intéressées pour suivre ce programme. Évidemment. Alors, une question qui est de Nada. Quelle est la situation en Tunisie concernant les établissements dédiés à la scolarisation adaptée des enfants épileptiques, surtout pour les syndromes avec atteinte cognitive invalidante? Alors en Tunisie, l'intégration scolaire, elle est pour tous les personnes, tous les enfants qui ont des problèmes, des troubles des apprentissages, quelle que soit la cause. Et l'épilepsie, elle en fait partie. Donc, pas de problème pour l'intégration sociale pour les personnes qui ont une épilepsie avec des troubles d'apprentissage. Pour les enfants qui ont une encéphalopathie développementale avec des troubles cognitifs ou bien qui ont un handicap cognitif très sévère, là, c'est les centres de prise en charge et non pas l'intégration scolaire. Si on a une épilepsie avec une paralysie cérébrale ou un handicap moteur, on peut, si l'épilepsie elle est bien équilibrée, comme on le dit, il n'y a pas une déficience cognitive très sévère, ils peuvent être intégrés avec une intégration pour les problèmes moteurs. Donc, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas un déficit cognitif très important et invalidant. Pour ceux qui sont invalidants, c'est vraiment les centres de prise en charge et les associations de personnes avec handicap, si je peux le dire. Mhm. Ok, merci.
Alors, l'autre question, pour les patients avec l'épilepsie pharmacorésistante, dont la chirurgie ou l'implantation VNS sont les seuls traitements possibles, la situation est encore plus difficile. Comment peut-on avancer encore plus? En faisant ce que j'ai dit, en ayant des datas, en faisant un coût, une étude de coût, et en argumentant et en plaidoyant avec les décideurs politiques. C'est le seul, la seule situation qui peut nous faire avancer dans ce sens. Vraiment de faire Ok, un coût, parce que avec les décideurs politiques, ce qui est important, c'est le coût. On doit avoir cette notion dans notre esprit. yeah. Donna, would you like to comment? Je pense que Donna aussi veut intervenir sur cette question. Donna? Hi, Yusuf. No, not on that particular question. I think there was a question around registering for training in April, and I've just suggested that we might answer that one live. But I think Shanaz has covered that answer quite well. Yes, pour Ok. la formation, c'est une formation pour les médecins tunisiens, mais on prévoit de faire une formation avec l'Agence universitaire de la francophonie et de rendre ce module disponible pour les personnes qui vivent en francophonie, quoi. Donc, ça sera, pour avril, ça sera pour les Tunisiens, pour les médecins tunisiens, parce qu'il faut adapter le programme. Et pour l'année prochaine, peut-être en novembre, on aura une formation avec l'Agence universitaire de la francophonie. Ok. Alors, la prochaine question. La majorité des programmes de lutte contre l'épilepsie en Afrique sont financés par les organisations internationales et des bailleurs étrangers. Comment les gouvernements africains peuvent-ils renforcer leur souveraineté sanitaire et garantir un financement durable dans la prise en charge de l'épilepsie sans dépendre de l'aide extérieure? Oh là là, c'est une question très difficile. Ah, si on le savait, malheureusement, enfin, moi je parle de notre région, je parle que l'Afrique du Nord en reste, enfin en Tunisie, je pense que au Maroc aussi, nous restons dépendants. Le gouvernement, il peut aider, mais pas d'une manière très importante. Je ne sais pas, est-ce que Youssef ou Sakadi ou Donna, vous avez d'autres suggestions? Mais je Alors, pense qu'avec le temps et avec les associations, avec les programmes et avec la mise en place, je pense qu'on peut y atteindre, mais ça ne sera pas pour demain. Pardon, Youssef. oui, tout à fait, professeur. Je suis parfaitement d'accord ce que vous venez de dire parce que quand même, quand on regarde la politique en Afrique, c'est que on voit quand même il y a une transformation, c'est-à-dire que les gouvernements africains, ils essaient de réduire ce qu'on appelle leur dépendabilité sur ce qu'on appelle les financements étrangers. Donc, c'est là que les associations des patients ou des médecins, tout ce qui tourne autour de l'épilepsie, peuvent jouer un rôle fondamental à faire de la plaidoirie auprès des gouvernements, mais il s'agit aussi qu'il faut que les décideurs politiques ils arrivent à mettre en concordance ce qu'on appelle un budget dépendant en fonction de leurs priorités, mais tout en réduisant ce qu'on appelle leur dépendance sur ce qu'on appelle les bailleurs de fonds de l'étranger. Voilà. Tout à fait. Donc, no open questions Yusuf, I à think ce stade. Dr. Sakadi Yes, wanted Don. to add a comment on that point. Yes, go ahead, please, Professor Sakadi. Je voudrais aussi ajouter, en fait, c'est vrai qu'on est aussi dépendant, mais il va falloir aussi peut-être discuter. C'est pourquoi c'est important les associations des patients, mais il faut qu'on commence à mettre peut-être à l'idée de demander
à ces personnes, les parents ou en tout cas les personnes qui vivent avec l'épilepsie, ceux qui sont touchés, qui peuvent contribuer. Je pense que même à partir en Europe ou bien ailleurs, c'est souvent les personnes de bonne volonté qui contribuent d'habitude. Donc, il faudra peut-être qu'on mette ça dans nos habitudes. Souvent, quand on part faire des plaidoyers ou bien parler à la population à travers les médias, il faudra peut-être introduire cela. Ça peut aider. Je crois que j'ai vu l'exemple de la Guinée qui, pour les accidents vasculaires cérébraux, ils ont organisé, disons, des cafés matinales qui discutent tout le temps, qui parlent de la difficulté, etc. Et avec une cagnotte ouverte, et puis je crois que la population a pu agir et cela a pu aider, même si c'est pas beaucoup. Je pense qu'il faut déjà commencer à mettre ce genre d'idées pour aider pour le futur. Merci, professeur Sakadi. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour mettre de l'emphase sur le rôle de ce que vous avez déjà parlé, des associations des parents, ainsi que des patients, parce que pour nous, le succès d'une organisation, c'est aussi repose sur ce qu'on appelle un strong leadership. Donc, si les associations qui sont mises en place sont bien structurées et ils ont une bonne connaissance et une bonne formation en matière de plaidoirie, en matière de la gestion aussi, parce que quand même, les associations sont appelées à innover, à créer, à implémenter des programmes au niveau de leur localité, au niveau de leur pays. Donc, je pense que c'est important que ces associations bénéficient de ce qu'on appelle d'une très bonne formation, renforcement de leurs capacités pour qu'ils puissent jouer vraiment le rôle qu'il faut vis-à-vis des gouvernements et pousser les gouvernements sur la question de l'épilepsie et en matière de plaidoirie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il y a d'autres Donna or Claire, would you like to add anything? Or Niam, would like to say something? No, I think you've said it all, Yusuf and Shanez. I think we've answered the questions that have come in on the chat, although there's one more that had just come in around the need to try to raise awareness of epilepsy, to try to eradicate the myths and misconceptions, but also to ensure that it's done in a way that's appropriate to the region and the diversity of the region, which is always a challenge. And I think as IBE globally, we are obviously trying to raise awareness of epilepsy, but we really count on our regions and our chapters to take what we're doing, to translate it, to adapt it, and to disseminate it in a way that will resonate in the region. And actually, advocacy will never be effective unless we raise awareness first, because if we go to advocate for epilepsy and people don't understand what epilepsy is, or they have misconceptions around what epilepsy is, we will never ever be successful. So I fully agree that we need to ensure that we are raising awareness as well as thinking about advocacy efforts. We have tools that we've developed for other parts of the world. The Advocates Toolkit, for example, that was built for the African region. There's a new toolkit on how we can eradicate stigma in the region. And perhaps, Shanaz, we can also think about how we might be able to adapt or use some of these tools for your region, because of course the context is different and the culture is different. But I think the main principles of how to do effective advocacy and awareness raising remain the same. And there's a lot that already exists that we can potentially adapt. I think you've already touched, Shanaz, on the fact that one of the challenges we face in the region is that we don't have that same network of organizations of people with lived experience, people with epilepsy and their caregivers that are really successful when it comes to awareness raising and advocacy because they're telling their own stories. But I think some of your suggestions around identifying and training individual advocates, building maybe a social committee or a group of people with epilepsy who can contribute to the work of the societies is also important. So I feel, there's a lot of potential. We have
a global framework for action, we definitely, judging by even just this interaction this evening, have a group of people who are eager to get involved in awareness raising and advocacy. And if we can support that in some way, then obviously we can think about what that looks like. So Yusuf, I have nothing very specific to add other than we're happy to support and engage in any work that the region feels is appropriate. Merci, Donna. Thank you, Donna. Merci. Et de mon côté, moi, ce que je voulais dire to conclude from my side, that from the African region perspective, we are ready to collaborate with your region and share whatever resources we have so that we can make a very strong une région où l'Est méditerranéen, vous êtes présent sur le continent africain pour pouvoir discuter ensemble la question de l'épilepsie. Et voilà, je termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you, Jessica. Thank you. Oh, thank you, Donna and Oui. Claire. Niam. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Thank you.